Chers auditorices, comme nous l'avons annoncé il y a quelques jours sur les réseaux sociaux, c'est non sans chagrin qu'après 4 ans et demi, 47 épisodes, 51 heures d'écoute et peut-être 150 heures d'enregistrement, nous avons décidé de préparer la fin de notre podcast et de nous arrêter à 50 épisodes. Celui-ci est le 48e. C'est trop triste, nous le sentons, mais toute bonne chose a une fin, c'est la vie, et notre intuition nous dit que c'est le moment de quitter la fête, même si elle est encore trop cool. Il y a des choses qui nous poussent à vouloir libérer de l'espace pour l'arrivée d'autres aventures qui nous sont peut-être réservées, en tout cas on l'espère et on y travaille. Nous nous réjouissons de partager avec vous les 3 derniers épisodes, dont un qui se veut participatif et une autre annonce à ce sujet suivra, un avec une dernière invitée et celui-ci qui est un ultime tête-à-tête. Nous vous envoyons plein d'amour, beaucoup de reconnaissance pour votre fidélité, des souhaits de santé et de joie et une excellente écoute de ces 3 derniers ou une réécoute des anciens. Plein de hugs si consentis, les poissons. Salut Lirza. Salut Coralie. Ça va ? Ça va et toi ? Ouais, c'est la fin de l'été, je suis pas très contente pour ça. Mais sinon, ça va bien. Et toi ? Pareil, j'essaie de repousser un peu ma réjouissance de l'automne. Ouais. Parce que moi, je suis plutôt en mode genre, yay, automne. Ouais. Mais bon, l'été est terminé et c'est un peu moins cool. Bienvenue chez les poissons sans bicyclette. Merci. Aujourd'hui, on va parler de plein de trucs. On a une liste de sujets. J'ai même failli me dire, on fait un premier 15 minutes où on parle de tout et n'importe quoi parce que c'est notre dernier tête-à-tête. C'est le 3e avant-dernier épisode de podcast, en fait. On a décidé de s'arrêter à 50 épisodes. Ouais. Et je me suis dit, c'est quoi le risque que les gens vont plus nous écouter si on dit n'importe quoi ? Bah, c'est plus vraiment un risque. Du coup, je me suis dit, je pourrais balancer tellement de trucs. Très bien. Mais on s'est réduite à 3 sujets. Ouais. C'est déjà pas mal. Probablement. Le premier, il t'appartient. C'est sorti de toi. Oui. Tu veux dire de quoi tu veux parler en premier ? Il y a des trucs qui m'énervent et j'ai envie d'en parler. Et le truc qui m'énerve aujourd'hui et depuis quelques semaines, c'est la nouvelle couverture d'album de Sabrina Carpenter qui a été My Girl et celle de tout le monde en 2024 et où j'étais trop contente d'avoir des femmes qui font de la musique super bien écrite, fun, ironique, profondément féministe. Et vraiment bien. Et puis tout d'un coup, on nous annonce une nouvelle sortie d'album. Et puis après, il y a un cover release qui se passe. Et on est là, quoi ? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé ? Du coup, je voulais juste parler de ça. Parce que j'ai plein de choses à en dire. Toi, c'était le cover dont tu voulais parler. De toute façon, je voulais parler du sujet en général de la sexualisation des pop stars. Ouais. Qui continue. Avant Sabrina Carpenter, j'ai été déçue par d'autres. Et puis je trouvais que ça posait question et que j'en parlais pas beaucoup. Mais bref, on en parlera. Et après, moi, je voulais faire un spiel. Moi aussi, je voulais parler de ce qui, pas m'énerve en ce moment, mais ce qui m'attriste en ce moment. Et c'est comment se positionner en tant que femme qui potentiellement ferait pas d'enfant. Et on a déjà parlé de ce sujet de plusieurs angles, mais en fait, j'avais des nouveaux trucs que je vivais. Donc je voulais débriefer là-dessus. Très bien. Et après, on va parler un peu plus longtemps que les 2 premiers sujets de notre rapport à l'activisme aujourd'hui, parce que le podcast arrive à sa fin. Et puis faire un peu un bilan aussi, comment on l'a vécu, et puis comment on se positionne par rapport à l'activisme en fait aujourd'hui. Des réflexions là-dessus. Ouais. 3 sujets. Vous avez de la chance. C'est quoi le cover de Sabrina Carpenter ? Oui, donc elle a sorti un deuxième album. Enfin, du tout un deuxième album. Un nouvel album. Je crois que c'est un 8e album. Ouais, c'est clair. Un nouvel album après avoir eu un succès mondial l'année passée. L'album s'appelle A Man's Best Friend. Si jamais vous pouvez googler, ça sera plus parlant. Mais pour résumer, elle est pas vraiment à genoux. Elle est pas quand même à genoux ? Moi, j'ai l'impression qu'elle est pas à genoux. Qu'elle est un peu genre penchée en avant. Et j'attends l'avis de l'experte. Je tape juste Man's Best Friend et il y a des chiens qui apparaissent. Ouais, elle est à genoux. Ah, elle est à genoux. Dans ma tête, elle était pas à genoux. Alors oui, s'il y a bien une chose à retenir, c'est qu'à chaque fois que je repense à ce truc, c'est pire quand je vois l'image. C'est tellement pire que ce que je me rappelais. Donc bref, elle est à genoux, devant un homme debout qui lui tient les cheveux et puis elle regarde la caméra et elle a clairement du maquillage genre super pas effacé, comment dire, smudge, genre du rouge à lèvres, les yeux aussi. Il y a un côté hyper sexuel et puis violent en fait. Si c'était une image sur un site porno, ben je serais pas choquée parce que c'est du porno habillé. Enfin, ça renvoie à des images de porno violentes. Parce que jusqu'ici, son avant-dernier album, Sabrina Carpenter, était très orienté sur les relations hommes-femmes et plein de choses, mais il y a beaucoup. Enfin, j'avais bien aimé ce qu'elle disait dans son Tiny Desk Concert. People know me as the always horny woman. Parce qu'effectivement, il y a plein de chansons, il y a un côté des fois très cafin, quoi.
qui a envie de sexe, mais d'une manière que je trouve toujours drôle, où on peut s'identifier. Et en fait, tout d'un coup, on arrive sur un truc giga sexualisé et violent, en fait. Parce qu'effectivement, comme tu dis, c'est plutôt du porno... on n'est pas sur du soft porn, quoi. On est plutôt sur un truc un peu violent. Oui, puis du porno, justement, problématique, androcentré, violent sur les femmes. Enfin, ça renvoie à ça, je trouve, comme image. C'est ça. Puis c'est pas une volonté de dénigrer les fantasmes des gens du tout, mais juste dire que ça s'inscrit dans quelque chose d'assez compliqué et problématique et misogyne. Ouais, donc en effet, c'est pas du tout pour stigmatiser des kinks. Ça, c'est juste une parenthèse, mais il y a quand même une banalisation et une généralisation du porno violent sur les femmes. Apparemment, enfin, j'ai écouté ça l'autre jour, ce qui était considéré comme hardcore il y a 15 ans, c'est juste le porno de base en ce moment. Ça m'étonne pas du tout. Ouais, c'est ça qui est problématique en fait. Mais toi, tu disais que tu t'es sentie trahie. Ouais, parce que justement, c'était une artiste qui faisait des textes auxquels on pouvait s'identifier, de femmes qui essayent de naviguer son hétérosexualité, par exemple. Ouais. La vie de couple, être déçue par le comportement des hommes, sur les relations amoureuses, sur les flirts. Et puis, je trouvais que c'était toujours fait avec beaucoup d'intelligence et puis de justesse dans les propos, en étant hyper rigolo et puis très flirty. J'ai pas d'autres mots, un peu chou comme ça. Et tout d'un coup, on bascule sur une image complètement différente. Et en fait, je me suis sentie trahie parce que jusqu'ici, pour moi, la sexualisation, si on veut, de Sabrina Carpenter était très female gaze. Ouais. Donc évidemment qu'elle correspond au standard de beauté en étant une femme blanche, mince, blonde aux yeux bleus, puis bon, une équipe de maquillage qui s'occupe de toi tout le temps. Mais je veux dire, elle avait un côté avec des robes un peu 60s, enfants, chou, même si elle avait des talons hauts, même si elle faisait des trucs plutôt suggestifs, on va dire, ça restait dans un truc un peu ironique, je trouvais. Oui, il y avait un deuxième degré, c'est vrai. Il y avait souvent un deuxième degré, et que peut-être elle est dans cet album, je sais pas, je l'ai pas écouté parce que je suis toujours fâchée, je l'écouterai sûrement plus tard, mais j'ai besoin d'exorciser ce qui se passe en moi. Ouais. Et puis tout d'un coup, on arrive sur un truc hyper sexuel, hyper violent, qui pour moi n'est plus du tout du female gaze, et j'ai un peu l'impression, parce que c'est quelque chose de connu, que voilà, on a attiré les foules, on a attiré les jeunes filles, les adolescentes, les femmes en général, sûrement la communauté queer aussi, et puis maintenant on peut s'attaquer aux vrais gens qui valent de la peine, c'est-à-dire les hommes hétéros, les hommes cis hétéros. Faut qu'ils écoutent Sabrina, faut qu'ils la prennent au sérieux. Il faut qu'ils la prennent au sérieux parce que c'est comme ça qu'on est une vraie musicienne. Et vraiment, je spécule à mort. Hein. Je tire mes propres conclusions et je prête des intentions aux gens. Mais c'est comme ça que tu le vis en tout cas. Mais c'est comme ça que je le vis parce que c'est quelque chose qui a beaucoup été fait, où on n'est pas vraiment, en tant qu'artiste, prise au sérieux si on plaît qu'aux femmes. T'as pas l'approbation des vrais gens qui comptent, les hommes. Le vrai goût. Le vrai goût. C'est aussi pour ça que j'ai senti que cette couverture d'album était pas du tout pour moi, m'était pas du tout destinée, ni à moi, ni à toutes les personnes qui l'aiment depuis quelques années, et que tout d'un coup, c'est juste, on va taper fort pour attirer l'attention des hommes. C'est trop déprimant qu'on en soit encore là. Ouais, c'est ça. Je regardais une vidéo de The Swiftologist, c'est une chaîne YouTube qui analyse quasi exclusivement Taylor Swift, mais d'autres choses aussi, et qui expliquait en fait que pendant longtemps, jusqu'à tout récemment, les magazines de musique soi-disant sérieuses, genre The Rolling Stone, Pitchfork, tout ça, ne faisaient jamais de critique des albums de pop stars féminines. Ils sont même pas dans le radar en fait, on s'en fout. C'est pas de la vraie musique en fait, c'est pas sérieux, c'est pas digne d'analyse, et puis ça a changé à un moment donné. Ok, heureusement. Moi, dans la foulée, je retrouve des fois des chaînes YouTube de mecs musiciens qui analysent des albums, machin, que je regarde pas beaucoup, mais de temps en temps je regarde parce qu'ils analysent des albums qui m'intéressent. Ils sont tellement patronizing des fois comme ils parlent. Ah ouais. Mais même pour Beyoncé, pour Cowboy Carter, il y a même un qui a dit un truc et il a dit « Ah pardon, c'était patronizing ce que j'ai dit ». Il a dit genre It's a beautiful little text. Après il a dit après il a dit genre merci. Après il a dit pardon, j'aurais pas dû dire little. Oui. The Queen. Oui, c'est ça. Je pensais à Billie Eilish. How come elle est respectée? Mais je crois que c'est dû à son frère. Ouais, il y a des chances. Parce qu'ils collaborent très étroitement. C'est un binôme en fait. Elle est produite par un homme, donc peut-être. Puis elle avait un côté un peu edgy, je sais pas. Quelles personnalités musicales féminines ont de la valeur aux yeux des hommes? Alors il y a celles qui sont mortes déjà, ça aide. Oui. Et puis celles qui sont un peu déglinguées quoi. Amy Winehouse, je suis sûre qu'elle avait l'approbation de plein de gens. Mais moi pour te dire, j'ai pas vécu ça avec Sabrina Carpenter parce que j'avais vécu ça avant avec d'autres pop stars et je pense que j'étais déjà un peu numb avec Sabrina. Ouais. Mais j'ai vécu ça avec Dua Lipa. Ouais. Bon, elle a jamais sorti un cover comme celui de Sabrina. Non, jamais. Parce qu'en fait, elle est devenue monstre connue avec la chanson New Rules, qui est un peu un hymne. Réponds pas au téléphone quand ton ex t'appelle, ton ex est un connard. Un truc très féministe, puis empowering pour les femmes. Elle a l'air féministe, elle a l'air d'en avoir quelque chose à cirer de plein de trucs. Et après, moi je la suis sur Instagram parce qu'elle est albanaise aussi, donc je suis un peu... intéressée par cet angle-là aussi. Et en fait, elle est tout le temps monstre autosexualisée.
d'une manière qu'en fait, qui ne peut pas être female gaze. Parce que quand tu postes un selfie de toi en maillot de bain où tu coupes ta tête de la photo... Ouais, c'est un peu chaud, quoi. C'est un peu chaud. Et puis dans le sens que t'es extrêmement belle, selon les standards. Hein. T'es vraiment incroyable, en fait. Mais je suis là, genre, quand on n'arrive pas à sortir de ça, ça me déprime. Je me suis sentie un peu trahie. Ouais. Justement. On peut faire autre chose. Est-ce qu'on peut cultiver une autre esthétique? Ça flirte toujours avec le male gaze. Et puis il y a toujours ce discours quand même que t'as par exemple des stars qui sont toutes jeunes, tout d'un coup elles sont auto-sexualisées ou sexualisées tout court, puis on décrit ça comme she grew up, elle a grandi et puis elle a maturé, comme si en fait une femme peut maturer qu'à travers l'expression de sexualité. Oui, puis elle a maturé à 16 ans, donc déjà enfin je sais pas à quel âge elle avait Miley Cyrus quand... Ah oui. Parce qu'on se rappelle de the grown-up version soudaine de Miley, c'était assez hoche quoi. Puis je sais pas quel âge elle avait, mais elle était jeune quand même. Très jeune. Même si elle était adulte, elle était à peine adulte quoi. Britney, Christina, elles étaient vraiment jeunes quand elles ont changé d'angle. Et ça passe toujours par là, et c'est trop... Et c'est trop bizarre, parce que les mecs font pas ça non plus, enfin... Il y a aussi le sujet des chansons, que moi je comprends qu'on puisse parler d'amour et de tout ça, et de relations, mais j'en ai aussi un peu marre. Ouais. Mais vraiment, et je sais pas diriger vers une artiste ou une autre, personnellement, un truc comme ça. C'est juste vraiment, j'en ai marre. Est-ce qu'on peut explorer d'autres thèmes? Ça me fait rire parce que ces temps, je m'intéresse un peu à la poésie, parce que je calculais pas du tout jusqu'ici. Et il y en a tellement sur l'amour, et vraiment, je m'en fous. Ouais, c'est ça. Je suis vraiment genre... Tu peux trouver que ça, si tu cherches. Enfin, genre, il y a des livres et des poètes et des poétesses entiers qui ne font que ça. Et je suis juste là genre... Ok. Oui, ton mec est canon. Des fois, j'ai un peu un regard critique comme princesse Disney des années 90, où je suis un peu là. Tu le connais pas! He's just hot. Et c'est pas grave, il n'y a pas besoin de lui écrire des trucs si longs. En fait, j'ai toujours été réticente à parler de ça, parce que j'avais trop peur de passer juste pour la meuf de droite qui n'aime pas quand les meufs montrent leurs seins, leur décolleté et leurs jambes. En gros, je voulais pas être la meuf qui critique une autre meuf qui montre son corps. Oui. Parce que c'est pas ça que je veux. Non, c'est clair. Je souhaite vraiment que les femmes puissent faire ce qu'elles veulent faire et qu'elles se sentent libres et sans qu'elles se sentent jugées par des réacs et puis sans qu'on les dévalorise parce que soi-disant elles montrent leur corps et on suppose que du coup ça montre qu'elles se valorisent pas plus que ça, nanana, tout ça, parce que c'est quand même une société qui fait ça. C'est ça. C'est quand même une société qui est claire quoi en fait. Plus t'es sexualisé, surtout dans la pop, plus tu vas vendre et on va parler de toi, ça c'est malheureux. Mais c'est pas dans cet angle-là moi que je critique Sabrina ou Dua Lipa ou d'autres en fait aussi. C'est juste que on avance avec le temps, le féminisme devient de plus en plus mainstream, ça vend même de plus en plus. Et fact is, on n'a pas changé en fait. Ouais. On finit toujours par instrumentaliser le féminisme pour retourner dans le male gaze. Ouais. Et ça, c'est très déprimant, quoi. Ouais. Et ça me fait penser à dans Promising Young Woman, où il y a une des meufs qui dit, une ancienne pote de personnage principal, qui dit... tous les mecs veulent une féministe à l'uni. Ouais. Parce que comme ça, elle a du caractère. Mais après, il faut se ranger, quoi. Ouais. C'est a good movie. Oui. Mais toi, Coco, tu voulais terminer par faire un point sur les hommes de la pop. Les hommes de la pop. J'aime bien parce que je suis connue auprès de plein de potes comme la meuf qui déteste What's his name? Ed Sheeran. Ed Sheeran. Et en vrai, je déteste pas Ed Sheeran. Je déteste juste ce qu'il représente. En fait, un temps, je pense que c'était son avant-dernier album, parce qu'il me semble qu'il en a sorti un ou qu'il va en ressortir bientôt. Il en a sorti un juste là. Ouais, voilà. Ouais. Donc, celui d'avant, il y avait de la pub partout et ça me rendait mes chèvres. Parce que j'étais un peu là, cet homme est tellement moche, en toute objectivité. Cet homme n'est pas beau. Il a aucun swag. Parce que tu peux être, entre guillemets, moche, enfin considéré moche du visage. Oui, les hommes peuvent avoir un truc, genre un peu une gueule, comme on dit. T'es un peu là, oui, enfin il est moche quoi, mais il a juste du charisme. Ouais, genre Jay-Z. Ouais. Je l'ai toujours trouvé moche. Je sais pas, je l'ai sorti naturellement. Ouais, non mais il a du charisme, Jay-Z, c'est clair. Oui. Enfin, parce qu'il a épousé Beyoncé. On va dire ça. En vrai, oui. Voilà, smart choice. Mais je trouve que Ed Sheeran n'a aucun swag, aucun charisme, qu'il est moche. Il y avait des pubs absolument partout et des trucs où j'étais un peu là, arrêtez de faire genre c'est une pop star. En fait, ça m'énerve parce qu'il n'y a aucun équivalent féminin. C'est ça. Ever. Il y a des gens qui pourraient dire oui, moi je trouve que Billie Eilish elle est moche. Oui. Quoi? Alors, tais-toi. Billie Eilish est pas moche. Oui, mais tu vois, genre. Les standards encore. Des gens qui sont un peu là, moi je la trouve pas belle alors. La beauté n'est pas subjective. Oui. La beauté, elle s'inscrit dans un contexte. Vous avez le droit de trouver des gens qui sortent du standard très beau, et c'est super, tant mieux, mais ça change pas qu'il y a des standards de beauté. Même si les standards de beauté masculins sont beaucoup plus souples et beaucoup plus larges pour les hommes que pour les femmes, Ed Sheeran ne correspond pas. Non, il est moche et il a aucun swag. Il est moche et il a aucun swag, et il est partout, et c'est une monstre star, parce que c'est un très bon musicien, et tant mieux, je veux dire. Ouais. Il est reconnu pour ce qu'il est. Oui. Mais, encore une fois,
Citez-moi un exemple féminin. Il y en a pas. Il y en a pas. Puis non seulement il y en a pas, mais les pop stars femmes, même celles qui sont monstres talentueuses, Oui. genre monstres, elles sont extrêmement belles. Oui, c'est ça. C'est ridicule comme elles sont belles. Est-ce que t'as vu des nouvelles pop stars qui sortent? Des Addison Rae, il y en a plusieurs qui sont sortis un peu en même temps, là. Ouais. Models. Ouais. Et peu importe la chirurgie derrière, models. Ouais. Elle pourrait juste avoir une carrière de mannequinat. Ouais. Et d'un autre côté, il y a Ed Sheeran. Et vraiment, c'est Qui est moche, quoi. moche. Il est tellement moche. Et vraiment... Puis c'est ok. Puis c'est ok, c'est ça. Tout à fait. C'est pas grave. C'est juste que ça m'énerve parce qu'il y a mais aucun équivalent qui lui arrive même à la cheville de sa laideur au niveau femme. Et puis, je me rappelle même quand Adele est devenue monstre connue, il y a eu genre tellement de commentaires sur son poids. Ouais. Et je me rappelle qu'elle avait dit, enfin, c'est même pas que je me rappelle, c'est juste que c'est une citation qui a été prise partout, qu'elle a dit je fais de la musique pour les oreilles, pas pour les yeux. Ouais. Et puis tout le monde a dit oui, mais c'est comme ça, il faut être plus maigre. Enfin, je sais pas. Ouais. Et puis elle a Et fini puis par maintenant, maigrir. bah ouais, puis maigrir, faire de la chirurgie, et puis avoir des Ouais. nouvelles dents, et Ah oui, puis c'est tout. vrai qu'elle a fait de la chirurgie, ouais, c'est vrai. Encore une fois, c'est ok, je juge pas une femme parce qu'elle a fait de la chirurgie. Oui, bien sûr. J'ai regardé son Tiny Desk Concert qu'elle avait fait dans les studios NPR. Déjà, c'est hilarant parce qu'en fait, moi, je crois, moi et beaucoup de gens, je comprends rien de ce que Adele raconte. Oui. C'est malade. Vraiment. It's so funny. C'est vraiment Adele, il y a une dizaine d'années, the chubby London girl qui parle un peu dans sa barbe Oui. et qui regarde un peu par terre. Et je suis un peu là, mais le chemin, quoi, qui a été fait. Et puis vraiment, ça, elle a dû le faire dans la douleur parce qu'on l'a forcé. Les gens étaient en mode, t'es trop talentueuse pour être aussi poche, quoi. Ouais, faut perdre du poids, faut faire ci, faut faire ça, quoi. Ouais. Et puis, pardon, Ed Sheeran, ça fait un moment, il n'y a pas d'amélioration. Oh non. Non. He's a man, il va pas faire quelque chose. Oui, il va pas faire du sport. Alors que toutes ces pop stars, c'est des athlètes. C'est ça, c'est des athlètes. Oui. Et elles ont pas assez de reconnaissance. Moi, je suis toujours étonnée quand je vois des hommes danser aussi. Des pop stars masculines qui, tout T'en d'un as coup, vu dansent bien. Je pense toujours à Bruno Mars parce que Ah he's a great dancer. Genre, vraiment. C'est the exception. Ouais, mais que, en fait, sinon, c'est attendu des meufs. Elles doivent savoir danser. Ils doivent tout donner sur scène. Si vous avez des idées, dites-nous. Parce que moi, je suis en mode vraiment, Bruno Mars, je suis en mode, c'est clair qu'il danse. Ouais. Et puis, tu m'as envoyé, ou je t'ai envoyé, je sais plus, le truc de Bad Bunny qui a dit moi je suis pas Taylor Swift, hein. Ma tournée va être tranquille. Si jamais, chill. Justin Timberlake. Alors oui, je parle pas, on Des parle boys pas band. trop des boys bands. Il y en a plus trop là. Ou c'est de la K-pop. Et j'y connais que dalle. Et là, par contre, voilà, la musique coréenne est sur une autre planète Oui. que le mainstream occidental. Oui. Parce que effectivement, les hommes de la K-pop sont sexuels. Franchement, moi, j'ai regardé des fois des vidéos, j'étais un peu là, c'est un peu gênant. Je suis un peu là, ouh, stop it. Et ils dansent et ils chantent et Oui. c'est genre giga sexe. On va pas dire que c'est un truc égalitaire en Corée, loin de là. Non. Mais l'industrie musicale coréenne, du peu de connaissances que j'ai l'impression que c'est un peu tout le monde est à la même enseigne. Les hommes doivent faire de la chirurgie esthétique, doivent correspondre aux standards, genre to the point, sinon ils en font pas En partie. tout cas, quoi. beaucoup plus que par ici. Ouais, genre vraiment. C'est vrai, on n'a plus de boys band en Occident, plus trop. Plus trop, c'est dommage. Plus trop. Il y avait New Direction, mais c'est fini. Jonas Brothers, mais c'est fini. Puis Harry Styles, non, lui aussi, il danse pas. Non. The Weeknd, il avait fait un show où il donnait un peu. Ouais, non, il danse pas. Il donne un peu de lui, mais il danse pas. Je le dis et je le répète, mais heureusement, parce qu'on était voir Beyoncé cette année, heureusement qu'on Oui. n'était pas là quand elle a sorti Jay-Z. Parce que ça m'aurait fait chier. Il est sorti quand, Jay-Z? Et il est sorti à Paris. À Paris, ils ont eu tout le monde. Moi, j'aurais pas été fâchée devant Jay-Z. Ah, c'est vrai? Ouais. Ah, moi, j'aurais été vraiment genre bouh. J'aurais été, tu sais, les bras croisés et vraiment genre fuck. Non. Surtout que je l'imagine, j'ai pas vu, mais j'imagine qu'il est sorti, il a rappé, mais il a rien fait. He just show up. Ouais, moi je suis juste triste de voir qu'on en est encore là en fait. Moi, j'arrive pas à passer outre cette couverture d'album de Sabrina Carpenter, parce que c'est de ça qu'on parlait à la base. Oui, et puis moi j'étais beaucoup en déni en me disant non mais peut-être. Oui, peut-être qu'il y aurait eu un psych. Oui. C'était une blague. Exactement. Et en fait, non. En fait non, vraiment illusoire, mais c'est juste je me Mais je voilais comprends la que tu y aies face. cru, parce que moi j'étais tellement choquée que j'y ai pas cru non plus pendant un moment. Je me suis dit elle va sortir un album qui va expliquer le concept. It Oui. will all make sense. Et en fait pas du tout, apparemment c'est un album comme l'autre en fait. Ouais. C'est pas comme si elle a fait un nouvel album. Un nouveau concept, quoi. De toute façon, Non. en un an, t'as rien le temps. C'est juste solidifier ta venue sur la scène mainstream, quoi. Ouais, exactement. C'est more of the same. Il n'y avait pas besoin de ce cover et puis c'était évitable et surtout il n'y a pas de concept derrière. À part
on vit dans un monde d'hommes et j'ai compris. Oui, mais c'est vraiment une partie de moi, je suis un peu là, qui a validé ça? Genre, Sabrina Carpenter a dit grave. C'est ça? Mais j'ai trop de la peine à penser qu'elle a dit grave. Ouais. What's happening, en fait? Et puis, il n'y a même pas eu vraiment de statement, je crois. Rien. Non. C'était un peu féminisme. Je peux faire ce que je veux. Bon, on a une pop star en ce moment qui is about something else. Mhm. Puis c'est Chappell Roan. Oui, the lesbian. The one that is lesbian. Oui, the one that is still lesbian. Oui. Pour l'instant. 2024 était une bonne année. Bon, Ouais, bref. on a râlé, on a débriefé. Et vraiment, encore une fois, je suis pas du tout réaccommode. Ouh, les femmes, il faut qu'elles se couvrent. Non, pas ça. c'est pas ça le message. C'est qu'en fait, on ne critique pas les individus, on critique le système. Ça m'attriste de voir la difficulté que les femmes ont pour vivre que dans le female gaze. Ouais. Et je comprends, parce qu'on a été éduqués comme ça. Ouais. Et c'est un travail, en fait, de sortir du male gaze. C'est un Ouais. immense travail. Mais ça m'attriste de voir que c'est laborieux et c'est pas là. Bouh. Beau. Prochain thème. C'était un sujet qui venait plutôt de toi. Yes. On en avait déjà parlé en plus. Oui. Mais il y a un peu des nouvelles réflexions dessus, Ouais. et puis des nouvelles choses et événements autour de ça qui faisaient que tu avais envie d'en parler. C'est ça. Il y a une évolution, il y a où j'en suis maintenant, puis je suis pas sûre que j'en ai parlé comme ça, parce qu'on a parlé de parentalité sur un épisode Être ou pas être parent. Mhm. Après, on a reparlé de parentalité quand on a parlé du point de vue des enfants plutôt. Mais je voulais juste dire ce que je vis, en fait, parce que les années passent et je continue d'être child-free. Oui. Quand j'avais, je sais pas, 30 ans, 29 ans, je me projette un peu, Ouais. donc je tâte, je vis des choses. Mais là, j'accumule des années où mes potes font des gosses, font des deuxièmes gosses, font des troisièmes gosses. Donc en fait, mon statut de child-free, child-free ou sans enfant ou whatever, enfin, que je suis pas Ouais. parent, quoi. Parce que ça me saoule que ce soit une étiquette aussi. Oui, j'imagine. Bah, je vis des choses différentes parce que les années passent, ça s'accumule. Et en fait, ce que je voulais dire, moi, c'est qu'il y a un truc qui m'attriste et je sens que ça me pèse, c'est le manque de communauté. Ouais. Je me suis dit que ça t'intéresserait parce que tu m'en avais parlé. C'est qu'en fait, il y a des communautés en ligne, t'as des comptes Instagram et tout ça. Déjà, moi, je veux pas de communauté en ligne, je veux une communauté live, déjà. Et surtout, je veux pas une communauté autour de ça. Moi, je veux pas l'étiquette child-free, je veux pas être identifié par ça. Mais parce qu'on vit dans une société où c'est vraiment la normalité de faire des enfants et une femme sans enfant, on a encore beaucoup trop de peine à concevoir que ça puisse être une vie comblée si t'as pas d'enfant. En tant que Ouais. femme, encore une fois, c'est pire qu'en tant qu'homme. Bah, ça fait que je me sens inévitablement un peu marginalisée et inévitablement un peu seule. Je réalise qu'au mieux, la plupart des gens qui m'entourent, au mieux, c'est juste qu'ils expriment pas qu'ils ont un problème avec ça. On respecte que t'as fait ton choix de pas faire des enfants, du coup, je veux être civilisée, donc je fais pas de commentaires négatifs. Ouais. Mais moi, j'ai besoin de plus que ça. Moi, j'ai besoin de sentir que les gens qui m'entourent voient un sens à ma vie. Parce que c'est déjà pas simple pour moi de voir un sens à ma vie, déjà tout court, mais en plus, quand tu choisis de faire un truc qui est un peu différent de ce qui se fait majoritairement. Et je le vis aussi beaucoup avec ma famille et aussi avec quelques entourages potes, en fait. Mais ma famille, c'est quand même un grand truc. C'est que bien qu'on me fait pas chier en mode allez, vas-y, fais des enfants, bien qu'on me fasse pas chier avec ça, il y a pas ce truc, en fait, on te soutient, puis on te comprend, puis c'est très cool. Ouais. Et puis tu pourras faire d'autres choses et ça va être génial. En fait, j'ai besoin de l'entendre. Et j'ai beau à dire, faire des speeches, non mais je m'en fous des autres, ce que se pensent les autres, c'est pas vrai. On est branché pour être en communauté, on est branché pour être en relation. Les gens, on n'est pas des êtres solitaires. Je suis désolée, c'est juste comme ça en fait. Donc de un, c'est triste de devoir dépenser de l'énergie pour en avoir rien à foutre de ce que les autres pensent. Et de deux, moi j'ai besoin de relations. Et si je peux pas être moi-même dans une relation, bah c'est pas une bonne relation en fait. Ouais. Si on doit juste faire semblant que c'est pas là, comme the elephant in the room, genre t'as pas d'enfant mais on va juste pas en parler, ni en bien ni en mal. Et les gens font le pas de pas en parler en mal, mais moi j'ai besoin qu'on en parle en bien. Que ce soit Ouais. pas un truc où les gens savent pas quoi en faire. Et ça m'attriste parce que je réalise que à cause de ça, déjà je suis pas tranchée, genre vraiment je veux pas d'enfants ou vraiment j'en veux. Je suis pas tranchée. En fait parce qu'en soi, en théorie, je trouve que les enfants c'est trop chouette et en fait, je m'imaginerais bien parent, mais c'est dans l'organisation actuelle de la société que je me sens un peu pas capable en fait. Dans un autre contexte, tu serais pour. C'est une relation qui m'intéresse. Les Ouais. gosses, j'aime bien et c'est une relation qui m'intéresse. Ouais. Mais parce qu'il y a ce truc où je retrouve pas de résonance avec les gens autour de moi dans le fait de pas avoir d'enfants, tout d'un coup, je me sens sous pression d'en faire. Ouais. Et j'ai pas de bon choix du coup. Ouais. Je t'en parlais aussi parce que toi, t'avais quand même dit que quand t'as fait un enfant, tout d'un coup, tu t'es senti partie d'une communauté et que c'était trop agréable pendant 5 sweet minutes. Oui. Mais est-ce que tu veux pas... Enfin, qu'est-ce que tu penses de ce que je viens de dire? Oui. Et puis, ouais. Bah, maintenant, mon
fils est plus grand, il a 3 ans, et puis je trouve qu'avec le temps, il y a une communauté qui se fait, parce qu'il est à la crèche, puis forcément la crèche elle est dans ton quartier, puis il y a des places de jeu, et puis on est avec la place de jeu avec notre fils, et puis il y a d'autres enfants qui viennent, et leurs parents, et puis il y a vraiment un réseau qui se fait en fait, qui s'est fait assez, automatiquement je veux dire, Ouais, bien sûr. c'est comme pour tout, parce que moi j'ai entendu tout aussi, j'ai clairement déjà des gens qui m'ont dit, de toute façon si tes parents t'as plus de potes, des trucs que je trouvais assez violents, puis qui peuvent être vrais dans la réalité d'autres personnes, mais j'ai l'impression que comme pour tout, si t'es un peu ouvert et que t'as ce genre d'opportunités, les liens peuvent se faire avec d'autres gens. Donc ça, c'est plutôt une communauté que je trouve vraiment chouette, parce que voilà, il y a des échanges qui se font, et puis on peut passer du temps avec d'autres parents. Mais par contre, quand il est né, j'ai vraiment senti une sorte d'acceptation d'autres adultes, des gens qui étaient adultes autour de moi quand j'étais enfant. Que tu connaissais, ouais. Que je connaissais et tout d'un coup, il y a vraiment eu ce sentiment de « one of us ». Ouais. One of us, qui s'est créé, quoi, où j'étais un peu là, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi les gens s'intéressent autant à moi ? Alors que c'était jamais intéressant. Alors que c'était pas le cas avant. Et tout d'un coup, il y a vraiment eu des liens, et vraiment, comme t'as dit, ça a duré 5 sweet minutes. On m'accepte, j'ai une identité ici, j'ai fait un enfant. Et je pense souvent à toi en fait, parce que tu dis en fait les gens savent pas quoi faire de mon existence. Et tout d'un coup, j'ai eu l'impression qu'on savait quoi faire de mon existence. Tout d'un coup, t'existais. Tu existes au travers de ton enfant, et les gens savent de quoi te parler. C'était vraiment très fort, et ça reste un peu bizarre comme acceptation. Tu t'es senti bien à un moment, mais finalement... Mais pas très longtemps, ça dure pas en fait, parce que t'es un peu là, en fait, on s'intéresse pas à moi pour ce que je suis, pour qui je suis, on s'intéresse juste pour ce que je représente. Du coup, c'est une communauté d'une qualité discutable. Oui, c'est ça, c'est en fait la société dont t'es pas sûr que tu veux vraiment faire partie, qui te dit hey, on t'aime bien, puis voilà. Je voulais pas que tu m'aimes pour ça. En fait, mon besoin d'appartenance, ça va pas être rempli par ça. Mon besoin béant d'appartenance est pas rempli par ça, vraiment. Ouais. C'est un peu superficiel, mais ça marche pas. Et c'est très bizarre. Mais vraiment, c'est clair qu'il y a ce côté où les gens savent quoi faire de toi et comprennent. Ouais, tu te sens vu 2 secondes. Oui, c'est ça. trop dommage d'être vu que quand tu fais des enfants, quoi. Mais ouais, c'est ça. Et vraiment, je pense que ça doit être effectivement très dur quand tu vis pas ça et que tu le recherches. Et puis je trouve très intéressant parce que quand on a préparé cet épisode, on a pas mal, on en a parlé déjà. Et puis je pense beaucoup à ça en fait. Il y a ce côté où je suis pas sûre que tu puisses ressentir une sorte d'acceptation et de plaisir de la part des autres autant que si tu leur dis je suis enceinte. Ouais, tu vois. Il y a rien qui égale ou qui dépasse ça. Ouais. Et vraiment en toute honnêteté. Si toi ou quelqu'un d'autre, qui je pense qui veut pas d'enfant, je le vivrais d'une manière tellement disproportionnée si tout d'un coup une personne de mon entourage fait un gosse. Disproportionnée, c'est-à-dire tellement forte et grande, plus que si, je sais pas, tu fais un super voyage, que t'as une promotion à un job, ou un truc, c'est en toute honnêteté. Ouais. Ça vaut pas la même chose. Ça vaut pas la même chose et c'est triste. Je viens de finir Sex and the City Rewatch pour la 25e fois. Don't judge me. Et il y a un épisode auquel je pense souvent où Carrie, on lui vole ses chaussures à une soirée. Ah oui. Chez des potes qui ont des enfants parce qu'elle devait enlever ses chaussures pour rentrer dans l'appart. Et sa pote veut pas lui rembourser ses chaussures parce qu'elles étaient trop chères. Et puis qu'elle est en mode genre, we don't have to support your lifestyle. Et puis Carrie fait un compte en mode, déjà moi je suis pas fiancée, je suis pas mariée, j'ai pas d'enfant, j'ai pas prévu forcément de le faire. Mais en fait, c'est quand qu'on me célèbre moi. Oui. Et en fait, cette femme en question qui veut pas me payer mes chaussures, je lui ai fait un cadeau de fiançailles, un cadeau de mariage, un cadeau pour la naissance de ses 4 gosses. J'ai dépensé genre 2000 balles pour elle. Ouais. Et elle veut pas me rembourser 480 balles, mais ma paire de chaussures en fait. Ouais. Et puis c'est ridicule. Je pense très souvent à ça. Ouais, et puis c'est très fair point. Carrie n'a pas que des fair points, mais genre vraiment là, je suis là. Ouais. C'est tout à fait juste. Quand mon fils est né, vraiment, on a reçu tellement de cadeaux et de gens tellement random. Ah ouais. J'étais un peu là, mais il me filait pas 100 balles. Enfin, c'est ridicule. On a reçu tellement de choses. Mais tu sais, tu reçois des lettres de gens, t'es un peu là. C'est qui déjà ? Des lettres ? Ouais, avec genre un bon pour un truc, et j'étais un peu là. Tu t'appelles comment déjà ? Ouais. Parce qu'on a la fois qu'on s'est vu. Puis pardon, enfin, je suis suisse, genre... Oui, c'est pas l'Albanie. C'est ça, j'allais dire, on n'est pas dans une culture où ton cousin au 5e degré, c'est ton cousin et il est proche de toi et il t'envoie des trucs, tu vois. Genre, vraiment pas. Hein. Si jamais je suis albanaise, hein, j'ai pas dit ça gratuitement. Voilà, comparé à l'Albanie, je me dis, je viens pas d'une culture ou non plus d'une famille où on est proche sur 50 degrés, quoi. C'était juste très bizarre. Et vraiment, encore une fois, ce sentiment très one of us. Ouais. Je suis obligée de le
Et en fait, c'est juste factuel. C'est comme tu dis, même toi, tu vivrais pas pareil. Et puis je comprends parce que la société est construite comme ça depuis très très longtemps. Elle va pas changer de mon vivant. C'est juste un fait. Non. C'est clair que si tu fais pas d'enfant, t'es en dehors de cette acceptation universelle, Oui. de cette célébration universelle. Et ça m'attriste. Et en fait, après, pour continuer sur le fait de en faire, et que moi je trouve que c'est très compliqué dans comment la société est organisée actuellement, moi je trouve quand même que si tu veux bosser et faire un gosse, c'est extrêmement difficile. Moi, j'ai un job, juste faire mon job. Je trouve ça très difficile. C'est beaucoup d'heures par semaine. C'est beaucoup d'engagement. À 100%, forget it. Moi, je suis un 90 et je trouve ça quand même déjà énorme. Enfin, ça occupe beaucoup de temps. C'est fatigant, c'est énergivore, c'est... Voilà. J'arrive pas à m'imaginer avoir un enfant et continuer de bosser au même rythme que je bosse. Ouais. Je trouve ça juste... tellement dur. Il y a plein de gens qui l'ont fait, je sais, plein de femmes, qui l'ont fait, et franchement, all due respect, elles ont l'air vraiment stressées, vraiment très chargées, vraiment très... C'est dur, quoi, c'est vraiment dur. Donc en fait, après, l'alternative d'arrêter de bosser, toi t'as eu un moment off, et puis j'ai d'autres gens qui ont eu des moments off, tout le monde me dit, à un moment donné, être que avec ton gosse, c'est trop dur. C'est trop dur. C'est pas non plus trop cool, j'aurais le temps de juste élever mon gosse. Non, à un moment donné, c'est trop dur. Donc c'est pas du tout la solution miracle que ça a l'air. Et ça n'a pas l'air d'une solution miracle de toute façon. Et après, il y a une solution intermédiaire où tu bosses à un petit pourcentage. La réalité fait que si tu bosses à 40-50%, ça va pas être un job... avec des responsabilités, non, pas très valorisant, prenant, ou valorisant, tout ça, which can be fine, mais c'est pas fine pour moi. C'est juste je me connais. C'est pas ça que t'as envie. En fait, ça va me déprimer au bout d'un certain temps, parce que je me connais en fait. C'est simplement, je parle de moi là. Comme elle est organisée, la société, moi je sais pas comment faire des gosses d'une manière satisfaisante, comblante en fait. Non, pas que un ou un autre truc devienne un fardeau, tu vois. Puis je voulais dire que autant j'ai eu un sentiment d'acceptation, autant ce sentiment d'acceptation est très superficiel, comme j'ai dit. Ça veut pas du tout dire que t'as plein de solutions en place, que c'est facile, que les gens sont disponibles, qu'on compatit vraiment avec toi. C'est pas une vraie communauté. Non, pas du tout. C'est juste, tu fais partie du truc standard, maintenant, va souffrir comme nous et fais semblant que c'est super. Enfin, c'est un peu le ressenti, tu vois. Ça reste dur et compliqué à gérer. J'ai pas vraiment eu de situation professionnelle stable de toute façon depuis la naissance de mon fils. Donc en fait, j'ai pas pu expérimenter ce que c'était de bosser à 100%. Mais déjà, j'ai pas du tout envie de bosser à 100%. Mais de bosser à 100% et d'avoir un enfant en plus. Enfin, si, quand j'ai fait ça, c'était l'émission de l'ORP. En plus, j'étais à Aigle, c'était l'enfer parce que c'était trop long. Ça durait que 3 mois. C'était fatigant. T'étais à 80 ? J'étais à 100. Oh putain! Je rentrais chez moi le vendredi à midi pour faire nos recherches à la maison. C'était mon mari qui amenait notre fils à la crèche. Tu te dépêches d'aller prendre le train, t'es à ton taf, après tu rentres. Limite, je courais parce que j'étais en retard. Je devais me dépêcher. Vraiment, je pouvais pas rater un train et tout pour aller le rechercher à la crèche, pour jouer avec 20 minutes, faire le bain, manger, le coucher et puis recommencer. All over again. C'est vraiment ça. Et puis ça, c'est quand il va bien. Parce que le jour où il a la grippe, c'est clair. Le jour où vous chopez tous une gastro, parce que évidemment, il le chope à la crèche et vous le chopez aussi. Oui. Le jour où il faut aller à minuit aux urgences parce qu'il fait une fièvre. C'est ça. C'est tellement c'est ça. Moi, on m'a fait des reproches à mon ancien travail en mode t'as été beaucoup malade. Mais en fait, j'ai un petit qui vit en collectivité. Je chope tout ce qu'il chope. Ouais. Je veux dire... Du coup, ta forme, elle est pas la même. Oui, c'est ça. Et puis t'es fatiguée en plus. Ouais, c'est clair. Heureusement, moi, j'ai quand même pas eu trop à vivre ces moments où ton enfant... Tu vois, quand tu retournes au travail après 3 mois, quand ton enfant dort pas du tout, parce que même à 3 ans, c'est pas garanti qu'il dorme. Hein. Mais je veux dire, de retourner, t'as dû te lever, t'as été debout de 3 à 6 heures du mat'. Et puis tu dois retourner bosser le lendemain, faire comme si tout allait bien, puis être un adulte qui fonctionne alors que t'es déjà en survie H24, c'est horrible. Donc c'est clair, c'est vraiment... On n'a pas une société qui encourage les gens qui se posent des questions à faire des enfants, en tout cas. Parce que vraiment, c'est galère. Avoir une place en crèche, c'est galère. Pouvoir survivre avec ton emploi du temps, c'est galère. Obtenir des temps partiels, c'est galère. Et puis en plus, nous, on est un couple, on n'a pas nos familles ici. Ouais, c'est ça, t'as pas de famille, c'est mort. Moi, je me dis à chaque fois, je me dis, mais justement, des personnes qui viennent, qui ont pas leur famille sur place, c'est horrible. Tu fais comment ? Et en même temps, ça c'est mon feeling personnel, avoir de la famille pour ça, c'est un peu un cadeau empoisonné aussi, parce que la société entière est tellement intense autour des enfants, qu'en fait, moi, j'imagine même pas à me prendre des remarques de mes parents sur... Enfin, c'est inévitable. Tu laisses ton gosse chez eux, ils te donnent un avis sur comment tu fais. Ouais. Je suis là, mais moi, je vais buter des gens. C'est pas possible. C'est clair. Donc même si j'avais mes parents ici, ou pire ou mieux, je sais pas, mes beaux-parents, je sais pas si j'aurais voulu ça, tu vois, c'est juste tout le truc est mal foutu en fait. Ouais. Oui, puis c'est quand même hallucinant qu'on se dise il y a de la famille pour s'en occuper. Bah non en fait.
Il y a des gens qui n'ont pas de famille, il y a des gens qui n'ont Ouais. pas de contact avec leur famille, elle Oui. n'est pas sur place, enfin genre, ou des gens qui, leurs parents n'ont pas envie de s'en occuper. Fair. Bah ouais, absolument. Genre, c'est pas parce que tes enfants font des enfants qu'il faut les élever, ou des parents qui sont pas aptes. Enfin, je sais pas, il y a ouais. tellement de trucs Bien sûr. qui me semblent complètement débiles qu'on en soit là, quoi. C'est pas encourageant, en tout cas. Non, et puis il y a aussi le fait que, de ce que je vois sur les réseaux sociaux, les gens qui font pas des enfants automatiquement et qui se posent des questions, on se pose beaucoup cette question de tu donnes la vie, c'est de la sorcellerie, c'est un truc énorme de donner la vie. Quel est le sens autour de ça en fait finalement? Ouais. Moi j'ai beaucoup critiqué dans le passé, même certainement en podcast, que beaucoup de gens font des gosses un peu comme ça pour que ça donne un sens à leur vie. Ouais. Et j'ai de la peine avec ça quand c'est fait un peu sans réflexion et c'est fait par automatisme et puis Ouais. du coup tu recraches sur ton enfant beaucoup de poids parce qu'il est censé donner un sens à ta vie. Ouais, ce qui est beaucoup de... Ouais. Ce qui est quand même dur. Mais c'est clair que, je t'en parlais l'autre jour, qu'il y a un truc que je conçois tout à fait, c'est que faire un enfant, c'est une aventure. Et autant je suis une défenseuse du fait que c'est pas vrai qu'on peut pas s'imaginer ce que c'est d'avoir un enfant, parce que c'est le discours de beaucoup de parents. Ouais. Tant quand on n'a pas fait, tu te rends pas compte ce que c'est. Moi, je reste complètement convaincue que si tu réfléchis, si tu t'intéresses, plein de choses, tu peux t'en rendre compte, tu peux t'imaginer Ouais. ce que c'est. Toujours est-il que c'est une aventure. Déjà, tu sais pas à quoi il va ressembler ton gosse, il ou elle. Ouais. Comment il ou elle va se comporter, est-ce que ça va réveiller en toi, quel chemin tu vas faire avec. Enfin, vraiment, ça reste que ça t'explose dans la gueule. Ouais. Et c'est vraiment dans tous les sens du terme une aventure, dans le sens que c'est pour le bien et pour le pire, quoi. Et c'est clair que du moment que tu fais pas d'enfant, il y a un côté un peu où ta vie est comme prédestinée. T'es là, ok, Plus de nouveautés, plus de nouveautés. si on veut. Ou des nouveautés prévisibles. Ouais. Des nouveautés que tu imagines bien. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles moi, je serais tentée de faire des enfants. Mais tu vois, c'est complètement égoïste comme raison. Et tu dois dealer avec ça, je trouve. Que tu crées une vie pour une raison complètement qui t'appartient. Et puis c'est ok, en fait. La vie est dure, donc en fait, on fait ce qu'on peut aussi pour trouver du sens, pour créer quelque chose qui est cool. Et ça peut passer par des enfants. Mais je trouve que ça vient avec une responsabilité quand même que... En tout cas, moi, j'arrive pas à contourner ça. Ouais. À me dire, tu fais un gosse comme tu fais autre chose, en fait. Ouais, Je sais qu'il y a ouais, plein de gens qui font ça, mais moi, j'arrive pas, en fait. J'aurais trop envie de faire ça vraiment bien. Enfin, vraiment bien, en mieux de mes capacités. Oui, puis c'est beaucoup de pression. Parce que j'ai des tâches aveugles comme tout le monde, et puis ça va Ouais. être dur. Ouais, c'est un gros sujet. Et puis, voilà. Donc, je suis un peu entre a rock and a hard place. Parce que j'ai l'impression que je vais faire des choix par dépit. Ouais. Parce que la société, telle qu'elle est organisée, en tout cas en Suisse right now, elle m'offre pas de choix comme le café et le thé, quoi. Ouais, ouais. Je trouve que tu fais un gosse si tu le veux vraiment, tu sais, c'est une évidence pour toi. Tu le veux, bah du coup tu te prends plein de trucs dans la gueule. Puis si tu veux pas, par contre, tu dois te forger un chemin qui est considéré comme sans sens par tout le monde et du coup par toi aussi parce que de un t'as été éduqué comme ça Ouais. et de deux on te reflète ça maintenant, c'est une boucle. Du coup tu dois vraiment dépenser de l'énergie pour dire non, mon existence a du sens même si je fais pas d'enfant. Ouais. Voilà, je voulais partager ça en fait. Ouais, mais c'est clair, c'est toujours des grandes questions. Et puis surtout que c'est pas simple comme décision à prendre. Comment se trouver son identité, quoi, dans une société qui fait semblant d'être pro-enfant, mais qui ne l'est pas du tout. Oui. Non plus. Et puis, Pour ceux écouter notre épisode, nous sommes tous des enfants. voilà, tout y a été déjà dit, en complément. Ouais. Et je répète, oui, il y a des gens en ligne qui font pas d'enfants, tout ça, c'est cool, c'est encourageant de voir des gens qui réfléchissent un peu comme toi. Mais moi, je veux pas faire partie d'une communauté child-free, moi, je veux juste faire partie de la société, it should be normal. Ouais. Et j'en fais partie, hein. Je suis pas non plus marginalisée, ostracisée, mais il y a juste un feeling de pas appartenir. C'est ça. Ouais, je comprends. Troisième sujet. Attends. Moi, je voulais parler de notre rapport à l'activisme aujourd'hui, parce que déjà, le fait qu'on arrive un peu à la fin du podcast, ça mène à faire un bilan, je trouve. Ouais. À être rétrospective, introspective et se projeter. C'était aussi un peu une réaction que j'avais eue récemment quand j'ai entendu plusieurs fois dans des milieux activistes. Alors, je traîne pas beaucoup dans des milieux activistes, c'est juste les quelques fois où c'est arrivé. Des phrases qui me semblaient, moi, être avec des nuances d'injonction à la rage et à la lutte. Ouais. Et j'étais pas tout à fait à l'aise avec ça. Et ça m'a fait réfléchir surtout, en fait. J'étais là, non, mais attends, mais comment je me positionne et tout ça. Ça m'a fait réfléchir à notre podcast parce que nous, notre activisme, ça a été le podcast. On va surtout parler de ça. On va à la grève et tout ça, mais on n'est pas des organisatrices de la grève. On n'est pas très manif, ni On toi n'a ni pas moi, un je crois. mégaphone dans les mains Non. quand on y va. Si on a des pancartes, c'est déjà pas mal. Déjà pas mal. Moi, les pancartes que j'avais eues, c'est une pote qui me les avait faites. Moi, j'en Donc, avais pas. Oui, plutôt ça. Voilà. Donc, notre activisme a été le podcast, en effet. On avait des trucs à dire là-dessus. Déjà, je voulais commencer par le fait que j'ai réécouté récemment quelques épisodes Ouais. des anciens. Et ça me impressionne et ça me fascine à quel point on est les deux au taquet.
on sait ce qui se passe. On a tellement de réflexions, Ouais. on a beaucoup de choses à dire. Ouais. Ça bouillonne, on fait des liens. Moi, ça me parle beaucoup du fait que quand on a lancé le podcast, il y avait un besoin de parler, quoi, et un besoin de partager qui était incroyable. Est-ce que toi, déjà, tu veux dire un truc là-dessus, ou comment tu te rappelles un peu les débuts et tout ça? Je suis vraiment d'accord, en fait. Je crois qu'il y avait vraiment un besoin de parler et Ouais. de dire des trucs. En fait, on est passé d'avoir ces conversations entre nous sur un canapé à se dire, en fait, on pourrait s'enregistrer Ouais. et partager ces réflexions-là parce qu'il y avait des trucs marrants et puis ça fait tellement bien de pouvoir exposer ses idées et de pouvoir faire justement des liens avec différentes choses et des comparaisons avec d'autres problématiques. Puis en plus d'en avoir une communauté qui se découle après, quoi. De personnes qui viennent au vernissage, qui partagent des avis, de faire les écoutes aussi en live comme ça. Ça a été vraiment quelque chose de super, de se sentir comprise par d'autres gens. Moi aussi, j'ai vécu ça. Déjà, d'être à deux à en parler, c'était déjà énorme parce que quand tu commences à être féministe, tu souffres du gaslighting en général. Parce que beaucoup vont te dire Coraline, essaye d'avoir l'attention du chat. Il se rappelle qu'elle a autre chose à faire. Et puis il te regarde, mais ça va. Oui, avant il m'a fait un bisou. Oui, parce que t'es beaucoup gaslighté. T'exagères, quoi. T'exagères, tu cherches la petite bête, enfin tous ces trucs qu'on a déjà discuté 1000 fois. Et déjà, le fait d'être ensemble à en parler et d'être validé à deux, c'est énorme. Ouais. Et de se sentir assez légitime pour s'enregistrer et diffuser, c'est énorme. Mais après, comme tu dis, d'avoir la communauté qui grandit et l'audience qui grandit, humblement mais sûrement grandit, Ouais. moi ça m'a vraiment calmée. Ça a mis du temps. Oui. C'était pas un truc en 6 mois, j'étais calmée, quoi. Mais ça m'a vraiment fait du bien, en fait, de me sentir écoutée et de sentir que j'ai une plateforme et de sentir que s'il y a un truc qui me dérange, au boulot ou n'importe où, en fait, et puis on m'écoute pas au café, ben en fait, on a une plateforme où on peut s'exprimer. Ouais. Et vous écoutez ou pas, mais en fait, vous écoutez quand même. Et aujourd'hui, je suis un peu plus calmée. C'est aussi pour ça que le podcast arrive à sa fin, parce que, ouais, moi je trouve que toute chose a une fin, et je trouve que le travail que ça prend ne correspond plus à mon besoin de le faire. Ouais. Bien que je suis un peu triste d'arrêter le podcast, mais c'est bien. Je voulais être triste d'arrêter le podcast, je voulais pas... Oui, pas être en mode genre, oh mon Dieu, plus encore ça, quoi. C'est ouais. ça. Mais ça m'a mené à une réflexion, on a parlé ensemble, c'est le fait que j'aimerais bien dire qu'on fait de l'activisme. Donc encore une fois, quand on dit de l'activisme, c'est le podcast pour nous. On fait de l'activisme pour l'égalité, pour les autres, par altruisme, mais le fait est qu'à la base, ça vient d'un besoin extrêmement personnel, qui était le besoin de s'exprimer. En fait, ça va pas pour nous. Ce qu'on vit, on le vit mal. It's not okay. Ouais. Du coup, on a besoin de faire ça. Ouais. Et puis, est-ce que toi, tu te décrirais aussi comme ça? J'ai jamais tellement réfléchi, mais c'est vrai qu'il y a un côté où je me suis aussi calmée. Je suis pas... Et toi non plus, je sais, t'es pas du tout en train de dire c'est bon, il y a plus de problème. Non. Resolved. C'est bon, on a résolu le problème. You're welcome. C'est pas du tout ça qu'on est en train de dire, mais vraiment ce côté où beaucoup en parler avec plein de gens, d'avoir des échanges différents, se remettre en question par rapport à des réflexions suivant les invités qu'on avait. Enfin, ça a été très, très riche et nourrissant. Et effectivement, ça calme un petit peu de se sentir validé. Ouais. Donc pour ça a été vraiment super. Et puis moi aussi, quand je me suis déjà un peu écartée du podcast, il y avait un côté où en fait j'ai pas envie de brasser toujours aussi des sujets lourds, des sujets compliqués. Il y a moyen de faire des choses un peu différemment. Enfin pour moi, ça pouvait encore une fois passer par les vernissages où il y avait beaucoup de fun, on s'amusait bien, on a fait... Puis ça passait aussi par ça, et je trouve que c'est vraiment important de passer par ce genre de choses et... que finalement il faut tout pour faire un monde. Il y a des gens qui sont là pour crier en manif, et puis aussi d'autres gens qui sont là pour être un peu plus en retrait, mais apporter sa pierre à l'édifice un peu. J'ai récemment écouté un épisode de Kif Taras sur les violences policières, Assa Traoré, qui disait être militant, c'est pas une identité en soi non plus. Moi je suis militante par défaut en fait, parce qu'on n'a pas du tout eu aucune justice pour le meurtre de son frère, et puis elle s'est retrouvée dans cette position malgré elle en fait. On fait ça pour la justice, et puis nous il y a une forme de validation personnelle dont on avait besoin aussi, mais de pas se sentir les hystériques en fait, qui sont toujours là à râler, puis qui en fait en font un peu des caisses pour rien, quoi. Ouais, j'avoue que ça c'était important aussi, dans le sens, le fait de se sentir validé, et une communauté, on parlait de communauté avant, c'est super, mais aussi j'avais besoin de me sentir solide dans mes bottes et de savoir ma position et ma posture, parce que justement quand t'es féministe et t'as pas de validation, tu commences à te dire non mais c'est moi qui hallucine, tu te remets en question tout le temps et tu te rends même pas compte que tu fais ça en fait. Et ça c'est trop dur. Donc aujourd'hui je suis beaucoup plus solide. Genre quand je suis face à un incident où je suis pas à l'aise, je me dis pas
non mais finalement ça va, non mais c'est peut-être moi qui suis sensible. Pas du tout, je suis là genre, c'est pas ok ce qui se passe, c'est clair pour moi. Et ça c'est monstre précieux, c'est trop important en fait. Ouais. Que tu sois activiste ou pas, moi ça je trouve ça très important de savoir que ce qui se passe là c'est sexiste, ce qui se passe là c'est raciste, ce qui se passe là c'est injuste, et de le savoir. Après tu peux ou pas lutter, agir, ça c'est un autre volet. Ouais. Ça je trouve c'est ultra important en fait. Et ça j'ai toutes les autres meufs qui ont fait des podcasts, qui ont écrit des livres à remercier aussi, parce que c'est très important de dire en fait que non c'est pas toi qui hallucine, ton patron est sexiste, ton mec est sexiste, enfin voilà, c'est problématique quoi. Parlant de identification à travers l'activisme, moi c'est ça, pour moi l'activisme n'est pas un but en soi et n'est pas une identité. L'activisme pour moi a été un truc nécessaire pour ma survie quelque part. Alors, toute proportion gardée, on est en Suisse en 2025, on a des belles vies, voilà, on est privilégiés. C'est quand même une société ultra sexiste, les souffrances sont différentes qu'ailleurs. Je pense que tu vis dans un pays, je veux pas nommer des pays gratuitement, mais dans des pays où vraiment les droits des femmes sont beaucoup plus arriérés qu'en Suisse actuellement, j'imagine qu'à un moment donné, t'as pas le choix d'être dans la lutte. C'est clair. Parce que c'est juste ton existence même. Ici, heureusement, il y a moyen d'avoir vraiment une existence, mais avec beaucoup de détours et contours, et voilà, c'est compliqué. Voilà, moi, j'ai senti le besoin d'être activiste parce que ça m'allait pas comment on vit. Mais c'est pas un but en soi, c'est pas mon identité. Et moi, j'aimerais vivre autre chose, en fait. À la base, t'es activiste parce que t'aimerais avoir accès à une vie où tu peux vivre autre chose. Et si par moment, on peut vivre autre chose parce qu'on se sent juste bien en ce moment, et puis la société est juste OK, et que t'arrives à vivre autre chose, va vivre autre chose. Moi, vraiment, je pose pas d'injonction à la lutte. Je me rappelle plus à qui a dit ça, mais j'avais entendu ce côté du si on peut pas venir danser à vos manifs, on n'est pas intéressé. Et je pense souvent à ça parce qu'il y a un peu ce côté où on oublie que la joie, c'est de la lutte, en fait. Et évidemment, tout le monde ne peut pas faire ça dans ce contexte, parce qu'il y en a qui sont très compliqués, comme on disait. Mais il y a plein de choses qui peuvent être de la joie et du fun. Je sais pas, participer à une soirée en non-mixité choisie, c'est de l'activisme en fait. C'est faire quelque chose dans la joie en se sentant en sécurité, c'est quelque chose d'incroyable. Moi, je pense souvent à ça, glander sur mon canapé, c'est de la résistance. Oui. Réparer mes chaussettes avec mes talents en dessous de 0, j'ai décidé que c'était de la résistance. Parce que je vais pas racheter des chaussettes faites par des esclaves dans de la fast fashion. Il y a plein de choses, en fait. Il y a plein de manières de faire de l'activisme et de la résistance sans être en colère. Et j'ai été, et je le suis encore moins, des fois, vraiment en colère. Oui. Je stigmatise pas la colère. Non, pas du tout. On est ravis et on est avec les gens. Mais c'est vrai que les manifs, moi, je suis toujours contente une fois que j'y suis. Mais souvent, c'est vraiment beaucoup d'efforts d'y aller. Et j'ai pas une envie fantastique d'y participer, mais c'est toujours... ça me fait toujours beaucoup de bien, en fait, aussi. J'aime bien les coins où il y a de la musique. Et puis sentir qu'en fait tout le monde est réuni par la même cause, ça donne vraiment, ça me met vraiment du baume au cœur, parce que je me sens moins seule, et ça aide aussi. Mais c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire toutes les semaines. Non, mais en fait, cette histoire de la colère et de la rage, je trouve, elle est importante, parce que moi j'ai clairement eu la rage longtemps. Vraiment, c'était dur. J'étais même pas consciente que j'avais la rage en fait. T'accumules des trucs. Puis tu les valides pas en fait. Enfin, personne t'autorise à le vivre. Non, exactement. Donc forcément, ça... Et ça a été une drive immense justement pour le podcast. Puis on manif et tout ça, parce que c'est une drive immense. Mais en fait, moi je trouve qu'il peut pas y avoir d'injonction à la rage. Il peut pas y avoir de trucs genre il faut s'indigner, il faut s'énerver. Parce que moi j'ai vraiment envie de croire, enfin j'y crois, qu'on peut rester dans la lutte. Déjà autrement, toi t'as cité 2-3 exemples. Mais aussi on peut rester dans la lutte sans la rage. Ça, c'est une chose, je vais élaborer dans 2 secondes. Et aussi, encore une fois, la vie, elle est déjà compliquée. Si ton existence est assez cool déjà pour que tu puisses choper des poches de joie et des poches de n'importe quoi qui te fait plaisir, go. Go for it, en fait. C'est ça le but de la lutte, c'est qu'on puisse avoir des vies cool et des existences cool. Donc en fait, juste pour revenir, que moi j'y crois qu'on peut être dans la lutte sans la rage, moi je pense que ce qu'il faut, c'est pas la rage nécessairement, c'est la lucidité. Il faut rester lucide. Entre avoir la rage et gueuler dans la rue et la soumission, il y a une palette d'état d'âme. Parce que je vivais ça avant, que j'avais l'impression, j'en parlais à mon psy, que si je réagissais pas à une discussion qui m'était pas ok, si je gueulais pas contre un truc à table, c'est que je m'étais soumise. Mais parce qu'en fait, moi-même, j'étais pas capable de concevoir un truc intermédiaire où justement j'étais solide et droite dans mes bottes, pas ok avec ce qui se passe, mais ça veut pas dire non plus que je me soumets à ce que vous vous dites. Enfin, ça veut dire que ça fait du matériel pour le podcast après. Déjà. T'inquiète que ça faisait du matos. Et aussi simplement, en fait, si t'es solide dans tes bottes, et tu peux aussi à chaque fois décider ce que tu fais en fait. Est-ce que je réagis, est-ce que je réagis pas, est-ce que je gueule, est-ce que je gueule pas, est-ce que je me casse, est-ce que je reste, est-ce que vous êtes encore mes potes, est-ce que vous êtes pas encore mes potes. Enfin, il y a une palette de réactions possibles qui sont là. Mais moi, je pense que vraiment, l'ingrédient crucial, déjà de lutter à ton échelle personnelle, c'est de rester lucide. Parce que du moment que t'es pas lucide, ça veut dire que tu prends des choses problématiques comme la vérité, et ça devient partie de ta vérité, et c'est là ça va pas en fait. Tu
tu commences à intérioriser que oui, les femmes sont inférieures, que t'es un peu stupide, que t'es incapable, enfin bref. Ouais, que ton avis a moins de valeur, que exact. Ta musique a moins de valeur. Que Taylor Swift c'est nul, qu'il faut écouter The Cure. Faut écouter Foo Fighters. Oh, c'est ça le gros connard. Ouais, c'était lui, trop duc. Et ouais, moi j'ai vraiment envie de croire que t'avais dit ça en discutant, t'avais dit mais la rage c'est pas sustainable. Oui, c'est ça aussi. C'est une émotion, comme beaucoup d'émotions, qui est faite pour être vécue et digérée. Et être en colère tout le temps, c'est pas durable en fait. Les gens en colère, ils ont pas des bonnes qualités de vie en fait. Non, si c'est chronique, c'est un stress en fait chronique. Oui, c'est ça, c'est juste ton système nerveux qui est déréglé, quoi. Donc forcément, puis ça te permet pas d'apprécier les choses appréciables de ta vie aussi. Non, et c'est quand même le but. Et c'est quand même le but à la base, ouais. Faut pas l'oublier, ça. Moi, je trouve, je suis désolée, mais si t'es tout le temps dans la rage, dans la lutte et dans la colère, parce que j'ai été là-dedans aussi, où j'avais le système nerveux qui m'a dit adios. Ouais. En fait, tu prends plus de plaisir, t'es pas bien, en fait. Non. Et si t'es pas bien, ça sert à rien. Rien ne sert à rien. Et je trouve que ce truc de l'injonction de rester dans la lutte, que j'ai vécu légèrement, je trouve que ça revient un peu à une injonction au sacrifice. Et ça, moi, je suis pas d'accord. Déjà, les femmes, on leur demande beaucoup trop souvent de sacrifier. Ouais. Et j'aimerais peut-être juste clarifier quelque chose, en fait. C'est que quand je parle de cette injonction ambiante à la rage et à la lutte que j'ai pu ressentir, je parle vraiment de relations avec des gens qui ont le même degré de privilège que moi. Des personnes blanches, cis, globalement hétéros. C'est là que je dis, en fait, j'accepte pas d'injonction au sacrifice. Parce qu'en fait, je trouve que le vrai sacrifice, quand il arrive parce qu'on n'en peut tellement plus qu'on n'a plus le choix. Et les gens qui se sont sacrifiés dans le passé, des femmes et des gens qui se sont sacrifiés dans le passé parce qu'elles sentaient qu'elles avaient plus le choix, j'ai un énorme respect pour ça. Mais on aimerait ne pas en arriver là. Parce que les femmes qui se sont sacrifiées, c'est que vraiment, elles étaient au stade où elles se disaient, en fait, je préfère mourir que vivre comme ça. Ouais. Genre, les suffragettes, il y en a qui se sont tuées pour faire la une. Mais parce qu'elles allaient parler au Parlement, puis on les écoutait pas. Bah oui. Et ça faisait trop longtemps que ça durait. Il y a un moment, t'es juste un statut au-dessus d'un chien, quoi. Man's best friend. Man's best friend. That's a good round-up. Wrap-up. T'avais aucun statut. C'était une mineure à vie. C'est épuisant. Ouais, c'est épuisant. Vraiment, si je suis devenue activiste, c'est parce que j'étais là. Mais en fait, moi, je peux pas vivre comme ça. Ouais. C'est pas possible. Enfin, je me sens pas bien. Il y a des trucs que je vis. Je sais pas où les crier. Ouais. Je sais pas qui écoute, en fait. C'est un truc... qui écoute, c'est ça. Pour revenir sur le truc que je trouve que ce qu'il faut, c'est la lucidité, plus que la rage et la colère et l'indignation et tout ça. Donc, je ne juge pas des femmes qui luttent pas parce que... tu fais ce que tu peux, t'as peut-être pas l'énergie, t'as peut-être envie d'aller dessiner, t'as peut-être envie d'aller courir au bord du lac. I get it. Par contre, les femmes qui mettent des bâtons dans les roues des féministes, ça, vraiment, je juge. Impardonnable. Ouais. Je trouve que c'est important de rester lucide pour déjà toi-même ne pas te faire bouffer. Et si t'as l'énergie de lutter pour les autres. Parce qu'une fois, t'avais posté un mème d'une femme qui essaye de faire des high-five à plein de mecs qui l'ignorent. Oui. Et puis que c'était le côté des antiféministes. Je sais plus d'où j'ai entendu une expression que j'ai trouvée super. Être une femme antiféministe ou justement qui critique, qui se moque, enfin qui se qualifierait pas d'antiféministe, mais un petit peu quand même. Ouais. C'est juste la souris qui va se cacher entre les pattes du chat. Tu mets peut-être les autres souris plus à disposition du chat, mais t'es pas en sécurité là où t'es en fait. Ça va se retourner contre toi à un moment. J'ai trouvé que c'était une super image parce que mon gif, ça fait longtemps que j'essaie de l'expliquer, mais c'est laborieux. Faut voir le gif. Il faut une image. Oui. Souris, qu'est-ce qu'elle chante les pattes du chat. Mais c'est super parce qu'en fait, le chat, à un moment donné, il va se retourner contre toi. Oui. Mais tu crois quoi? Tu crois qu'il t'a pas vu? Mais oui. Il fait semblant. Et toi, t'es là, genre, I'm so great parce que j'ai dénoncé les autres souris. Oui. Mais le chat va me protéger. Mais pourquoi il va te protéger? De quoi? Tu lui as rendu service? Non. Ça fonctionne pas comme ça, les chats. Ben non. Je suis navrée, mais ça va devenir glauque, mais les féminicides, pour la plupart, se passent à la maison. Oui. Et il y a des statistiques affreuses qui disent genre, t'as plus de chances de te faire tuer par ton mari qu'autre chose, en tant que femme. Oui. Tu te ranges dans les pattes du chat, oui, mais t'es pas safe. C'est pour ça que je trouve important de rester lucide. Pour toi, déjà, mais d'aller dire aux femmes, arrêtez de vous battre, moi, ça, je pardonne pas. Ah, mais c'est bon, il y a plus besoin. Ouais. Si tu restes à la maison à la grève, mais t'es consciente du problème et tu luttes à ton échelle, à ton niveau, je suis qui, moi, pour te juger? Je suis désolée, c'est ta vie, en fait. Tu fais ce que tu peux. C'est clair. Il se peut qu'avec la lucidité vienne la rage. Il y a pas mal de chances qu'à un moment, ça vienne. C'est assez de la suite, quoi. Mais encore une fois, c'est comme tu disais, en fait, la rage est une émotion à vivre, à traiter, à processer. Et je pense que tu peux rester dans la lucidité sans te brûler par deux bouts, quoi.
Ouais, c'est clair. Tu faisais une comparaison avec de l'activisme. Ouais, moi j'ai été très fatiguée par certains trucs et justement une injonction à la rage constante avec en fait comment dire l'intimidation, l'escalation récente de l'invasion de Gaza. Parce que c'est pas nouveau, enfin disons que Gaza est en train de morfler quoi. Mais disons que ces 2 dernières années ont été très mouvementées et puis je trouve absolument fantastique qu'autant de gens soient outrés et décident de montrer la violence. Parce que je sais pas, peut-être que tout le monde n'était pas dans la même éducation que moi, mais je pense que si, clairement, à se dire un peu le conflit israélo-palestinien est si compliqué, et puis, et puis c'est dur à comprendre, puis t'es là. Non, c'est pas dur à comprendre. C'est pas dur à comprendre, ça s'appelle du colonialisme. Ouais. Et c'est comme ça que ça se passe depuis des millénaires, si jamais. C'est comme avec le féminisme. Non, mais c'est compliqué. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué, en fait, non. C'est vrai qu'on m'a fait croire que c'était très compliqué, le conflit israélo-palestinien. Et je trouve ça fascinant. T'es là, mais non, en fait, c'est juste des blancs qu'on a décidé de mettre à un endroit et puis de dire, voilà, c'est à vous. Puis en fait, c'est pas à eux. Exactement. Et puis, ben voilà, le racisme, l'islamophobie font qu'on s'en bat les couilles, en fait. Parce que... Ouais, non, des Arabes, on s'en bat les couilles. Contre des Arabes, de toute façon, l'ennemi numéro 1, probablement. Je me rappelle, j'avais reposté ce truc, It's been 2 months, et puis quelqu'un avait corrigé, puis c'était écrit It's been 60 years. 60 years and 2 months. Et je suis là, voilà, c'est ça en fait. C'est qu'on a l'impression que c'est nouveau. Je dis pas du tout que c'est le cas de tout le monde, hein. Mais pour moi, ça a été une réalisation très tardive de me dire, en fait, ce problème est là depuis très longtemps, et non, il est pas compliqué, en fait. On fait semblant que c'est compliqué. Oui, mais bon, il y a eu des attaques des 2 côtés. T'es là, quoi? Des gens qui se font agresser en retour, mais quelle surprise! Enfin, j'ai l'impression que l'opinion générale est en train d'être un peu en mode, bon, ils abusent quand même. Hein. Donc, genre, t'as l'impression que l'opinion publique shift quand même vers une reconnaissance que Israël abuse. Ouais, c'est ça. Et, je sais pas, moi, ça m'a permis de faire des parallèles avec des trucs. Genre, vous pensez que quand il y avait l'apartheid en Afrique du Sud, la presse était du côté des Noirs? Enfin, genre, non. Société raciste. Et puis c'est toujours ce côté où je suis un peu là, je pense souvent à mais qu'est-ce qu'on dira dans 10 ans de ça, en fait, parce que c'est ça qui change tout, en fait, c'est qui écrit l'histoire. Donc bref, tout ce parallèle pour dire que quand on a commencé à beaucoup plus parler de Gaza, et puis justement je pense que ce changement d'opinion a été fait dans la colère et la rage ultime des personnes qui sont en mode ça ne va pas du tout. Arrêtez de minimiser, arrêtez de faire genre c'est compliqué, parce que ça l'est pas en fait, et ça a fini par payer. Vraiment, j'avais un truc à un moment donné, dès que je me retrouvais dans une manif pro-Gaza, je pleurais comme avec un bouton. Vraiment, il y avait un truc qui me rendait dingue, j'avais trop de la peine à vivre. J'étais à Londres et je me retrouve par hasard en fait dans une manif pro-Gaza. Je commence à pleurer, il y a un truc, c'est trop dur en fait. C'est trop dur. Et je pense le côté bien aussi des réseaux sociaux, c'est que tu peux trouver vraiment ta communauté qui est sans équivoque d'accord avec toi. Il faut arrêter les discours soi-disant nuancés, parce que oui, Hamas ci, Hamas ça. Prends juste un pas de côté et ça va pas ce qui se passe. Oui, et puis c'est vrai que pour moi, il y a eu effectivement à ce niveau-là beaucoup d'injonctions à la rage, et puis encore une fois, ça a payé, donc tant mieux pour les gens qui étaient outrés. Mais pour moi, ça a été très difficile Je suis pas du tout en train de me plaindre, enfin, je suis pas du tout en train de faire poor me, poor rich white girl. C'est dur pour moi de vivre le conflit. Oui, c'est pas du tout ça que je veux qu'on retienne. C'est juste de dire que, en fait, il y a eu beaucoup de choses postées sur les réseaux et beaucoup de trucs très très violents où j'avais pas signé pour. Et puis dire oui, mais en fait, si tu vois pas les images, tu comprends pas ce que c'est. En fait, c'est pas parce que tu vois les images que tu comprends ce que c'est. Tu sais pas ce que c'est. La plupart d'entre nous, Dieu soit loué, c'est pas ce que c'est de vivre dans la peur H24. On ne sait pas ce que c'est d'avoir perdu sa mère, son fils et son cousin et de plus avoir de nouvelles de son père et d'autres gens. On sait pas ce que c'est. Non. On sait pas ce que c'est de faire la queue pendant 3 heures pour essayer de trouver de l'eau potable. On sait pas. Et j'ai pas besoin de voir des photos de gens mutilés dans le sang pour m'intéresser à la cause. Et moi, j'ai vraiment dû mettre des gens en sourdine et puis limite quitter Insta en mode c'est pas possible en fait. Moi, je peux pas gérer ça. Ouais, pareil. J'ai eu trop de la peine. Moi, je suis d'accord avec toi que c'est pas une image qui fait que tu vas comprendre ce que c'est. Déjà, si tu veux comprendre ce que c'est, il faut faire un effort actif d'imaginer et d'avoir d'empathie. Et vraiment, moi, les quelques fois où je l'ai fait, c'est horrible à vivre. Je pense que c'est bien de ne pas s'anesthésier de la douleur des autres. Aussi, il faut se protéger parce que sinon, tu sers à rien si tu ne protèges pas, en fait. Non. Pour les images, j'avais écouté un épisode de Kif Taras quand il y avait eu le meurtre de George Floyd. Et Rokhaya Diallo parlait du fait qu'en fait, elle n'était pas à l'aise avec comment on montre les images de personnes décédées ou mutilées, mais qui sont toujours
toujours racisés, Ouais. qu'il y a un problème avec ça, oui. Mhm. Parce qu'on montre pas les personnes blanches comme ça. On accorde un respect immense à un corps décédé, à quelqu'un qui est mutilé ou quelqu'un qui souffre ou quelqu'un qui est blessé. Il y a une intimité qui est respectée, il y a une limite et c'est très bien, Mhm. mais qu'on n'accorde pas au corps racisé. Ouais. L'argument, on balance les images pour que tu comprennes ce que c'est. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on normalise la violence sur les personnes racisées. Mhm. Parce que moi, j'ai vu trop d'images d'enfants maigres africains. Mhm. Est-ce que ça fait que je fais quelque chose à part ça? Non. Bah non, ça normalise juste que c'est l'ordre mondial en fait. Ouais. Et puis il y a aussi un truc, encore une fois, nous le deux, on est pro-Palestine, C'est jamais. que ce soit clair. On trouve très bien de manifester là-dessus, on trouve très bien d'essayer d'influencer son propre gouvernement, parce que chaque gouvernement, surtout les gouvernements riches, ont un impact sur les accords internationaux, ont Ouais. des impacts sur ce qu'ils vendent ou vendent pas à Israël. Mhm. Et participent d'une manière ou autre qu'on voit même pas, qu'on peut pas cartographier à l'effort de guerre d'Israël en fait. Ouais. Donc c'est important de rester dans la lutte pour influencer ton gouvernement. Mais j'ai vu des images que j'ai même pas envie de décrire parce que je vais juste traumatiser les gens juste en écoutant la description de l'image. Ouais. Je trouve pas que ça a amené quelque chose. Non, c'est ça, c'est que moi j'ai quand même eu beaucoup de choses où j'étais un peu là, bah en fait ça fait juste que je me distance un petit peu. Ouais. Parce que c'est trop dur à gérer, c'est trop dur à regarder. Ouais. Et puis on veut pas enfin voilà. Non, on veut pas se distancier. Ça amène rien aux personnes sur Non. l'image. Pour mener des combats, il faut prendre soin de soi aussi. Et puis c'est important, encore une fois, de rester lucide. Parce que moi, j'ai des potes qui sont soit arabes, soit palestiniennes, Mhm. qui me disent en fait c'est trop dur parce que même des gens que tu considères tes potes Ouais, j'imagine. disent des trucs genre neutres, mais en fait c'est pro-Israël ce que tu dis. Bah, et tu évidemment. te rends même pas compte, bolos. Parce que t'es pas neutre en fait. Tu sais, les discours, non mais Oui, les deux côtés, Les machin. deux côtés ont fait des trucs. Mais moi maintenant je suis un peu plus à l'aise. Parce que justement j'ai l'impression que l'opinion a changé. Ouais, j'espère que t'as raison. T'as l'impression autour de toi que Oui. l'opinion change, même chez des gens où tu t'y attends pas, quoi. Oui, c'est ça, vraiment. Ok. Que quand même, ils vont jamais se revendiquer en tant que pro-Palestine, mais il y a un côté de. Enfin, calmez-vous quand même. En même temps, ça allait tellement loin pour que C'est ça, on dise ça. ça fait combien de temps? C'est tellement long. Ouais, c'est chaud quoi. Mais c'est vrai qu'il y a un côté où, comme on a dit, il n'y a pas de lutte parfaite, il n'y a pas de consommation parfaite, il n'y a pas de façon parfaite d'être un humain parce que de toute façon, on est dans un monde profondément misogyne, profondément raciste, validiste, homophobe. En fait, il faut essayer de naviguer avec ça et le plus de lucidité on a, le plus on est conscient des privilèges, bah, le mieux on arrive à avancer. Dans la durabilité. Dans la durabilité, ouais. Et moi, je dis pas que j'ai vécu de la rage il y a 2 ans et j'en aurai plus jamais. C'est clair. C'est juste un moment right now où j'en ai C'est pas clair. trop. J'en ai pas trop. Ouais. Et la colère, elle peut être complètement instrumentalisée, puis c'est très bien. Ouais. Par contre, bonne chance pour avoir une vie avec laquelle tu es à l'aise et trouver un peu de joie, et trouver un peu d'amour, et trouver un peu de beauté, et être capable de kiffer le lac, dans le sens vraiment de voir la beauté et de l'apprécier, parce qu'un système nerveux déréglé, ça fait que tu perds la capacité d'aimer la beauté, tu perds la capacité d'être dans la joie, tu perds la capacité de kiffer quoi que ce soit, en fait. Ouais, ça vaut pas la peine. Oui, parce que tu peux pas aider les autres si tu vas pas bien. Ouais. Cool. Très bien. Coucou, c'est le dernier tête à tête. Oui. C'est trop bizarre. C'est bizarre. Hein. Ouais. Après, peut-être que dans 3 ans, on sera de nouveau là, mais C'est clair, parce qu'on sera de nouveau vénère contre un autre truc et on aura besoin de se valider. on va mettre à jour le logo et on va faire genre we're back. Ouais, c'est ça. Mais Ouais, on verra. Yep, on verra. Cool. Trop bien. C'était Les Poissons sans bicyclette, podcast féministe lausannois indépendant. La musique, la production, tout est fait par nous. Merci pour celles et ceux qui ont contribué à Patreon, c'est cool. Ça a quand même défrayé des trucs. Ouais. Et voilà. Et voilà. Bye bye. Ciao, Lisa. Ciao.